Madame, Monsieur, bonsoir. Sahaf Torko, merci d'être avec nous et de nous accompagner pendant 1 heure de sport dans Stade 24. Eh bien, aujourd'hui, avec 3 sujets. L'événement consacré à nos 2 représentants en Champions League africaine, l'entente de Sétif et le Chabab Riyadi de Belouizdad. Pour une première manche, ça sera ce week-end. On reviendra sur les 2 matchs de notre équipe nationale à prime. Des hauts et des bas consacrés à la Fédération algérienne de football avec un bureau fédéral qui interviendra la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi prochain, et dimanche prochain, pardon. Et puis on terminera avec cette question. Eh bien, est-ce qu'il y a urgence pour que Belmadi puisse se prononcer quant à son avenir, d'autant plus que l'équipe nationale a 2 matchs au mois de janvier. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Mohamed Lasset, entraîneur des U20. Mohamed, bonsoir. Sahaf Tork. Je vous remercie pour l'invitation qui m'a donné tout le plaisir et pour moi. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Ali Melk, président de la Ligue nationale amateur. Ali Melk, bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Et c'est un plaisir d'être avec ce plateau. Pour les plus jeunes qui ne vous connaissent pas, vous avez eu à gérer, en tant que premier responsable, plusieurs crises du football national. On en débattra tout à l'heure. Et bonsoir Sid Ahmed Redis. Bonsoir Mamer Djibour, bonsoir à nos invités et à nos téléspectateurs. Et bien voilà, sans plus tarder, l'événement avec la Champions League africaine. La Champions League africaine, la plus prestigieuse des compétitions, le CRB, l'entente de Sétif, l'entente qu'il a déjà gagnée 2 fois, le CRB qui atteint pour la 2e fois de son histoire les quarts de finale et la 2e fois consécutivement, eh bien, nos 2 équipes auront à jouer des derbys maghrébins. Tout d'abord, l'entente face à l'Espérance, et samedi prochain, ça sera au tour du CRB d'affronter le Wydad de Casablanca. Présentation de ces 2 rencontres avec Linda Haddej. Les 2 représentants algériens, l'entente de Sétif et le Chabab Riyadi de Belouizdad, ont rendez-vous avec les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF à partir de ce week-end. Le stade du 5 juillet sera le théâtre de derby maghrébins pour ces matchs allés. 2 soirées ramadanesques qui s'annoncent palpitantes et qui promettent du spectacle, espérons-le, en présence du public pour que la fête soit totale. Vendredi, l'entente de Sétif, qui n'est pas au mieux avec une série de 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, devra retrouver son niveau de jeu au moment d'affronter un ogre africain qui n'est plus à présenter. L'Espérance de Tunis, tombeur du CRB à ce même stade de la compétition la saison dernière. Il va falloir que les Sétifiens réalisent un bon résultat à domicile afin d'augmenter ses chances de prolonger l'aventure et atteindre le dernier carré de cette prestigieuse compétition. Un match qui s'annonce compliqué pour les Noirs et Blancs. De son côté, le CR Belouizdad, tenant du titre et leader actuel du championnat et qui reste la seule équipe algérienne à se qualifier pour la 2e année consécutive au quart de finale, retrouvera sur son chemin ce samedi une équipe du Wydad de Casablanca qui carbure et qui a terminé première de son groupe. Une confrontation qui s'annonce très disputée vu le cachet particulier de ce derby. Le CRB devra casser ce plafond de verre et faire mieux que la saison passée. Pour cela, il faudra se rassurer à domicile avant de se rendre au Maroc pour la manche retour. Les 2 représentants algériens ont perdu l'avantage de recevoir pour les matchs retour. Ils devront faire le plein à domicile. Pourront-ils compter sur le soutien des supporters ? Aucune décision n'a été prise pour le moment par les autorités algériennes. C'était un sujet signé Khadija Khaddaoui. Je me tourne vers vous, Mohamed Lasset, nos 2 représentants. L'entente qui va mal, comme l'a souligné Khadija. Le CRB est leader du championnat. On va commencer avec l'entente. 4 défaites de suite, dont 2 à domicile. Cette équipe de l'entente nous inquiète à la veille de cette confrontation. Bon, il faut que, d'ailleurs on a entendu dans le reportage, il faut qu'ils se ressaisissent. Après 4 défaites, toutes compétitions confondues, je pense que vu que l'adversaire n'est pas présenté, laisser l'Espérance, et en plus de ça, il y a le match retour qui se joue en Tunisie. Comme vous savez, au Maghreb ou en Afrique, le match retour chez soi, c'est un avantage. On n'est pas en Europe. Moi, ce que je parle des 2 équipes sur le plan tirage, il y a des avantages sur le plan tirage. Sur le plan, c'est des petits déplacements, donc on va éviter la fatigue. Il n'y aura pas plus de 2 heures pour se déplacer. Il y aura le même climat. Et en même temps, c'est des adversaires qu'on connaît. Donc, 3 paramètres qui ils peuvent nous aider. Mais entre-temps, il y a des points négatifs. C'est le caractère derby.
le caractère derby contre des équipes voisines, je pense que l'émotion et la gestion d'état psychologique feront la différence. Recevoir à domicile et faire le maximum, je pense que le football, ces tours se jouent en 4 Pour ne pas rester sur les généralités, restons sur l'entente. Vous dites, quand on voit que l'Espérance, le tableau de marche de l'Espérance, et quand on voit l'entente de Sétif actuellement, est-ce que vous ne pensez pas que cette équipe de l'entente, part avec c'est difficile, mais un désavantage. Jouer les quarts de finale de Champions League, c'est très possible qu'on peut se ressaisir sur le plan psychologique et voir C'est une autre compétition. Une autre compétition, d'autres motivations, un autre niveau de jeu, une autre organisation. Donc moi, ce que pour City, en même temps pour le CRB, c'est les clés de la réussite. C'est la gestion des émotions. C'est des derbies où il y aura trop je m'excuse du terme, d'intimidation sportive, même j'irai plus loin, sur le plan arbitrage local, il y aura beaucoup de choses. Sinon, surtout, je parle de City pour le moment, les 4 matchs ne peuvent pas influencer directement sur le prochain match. Ça, c'est les matchs de championnat dont vous parlez. Sida Medredis, vous avez été joueur, 4 défaites en championnat. Il passe à la Champions League africaine face à une grande nation, à une grande équipe du continent, qui est habituée d'arriver au moins en demi-finale ou en finale. Alors, habitué même à remporter. À remporter, c'est ce que je disais. Alors, l'entente, pour vous, les joueurs peuvent se surpasser hausser leur niveau de jeu, se surpasser sur ce type de compétition? Je dirais doivent se surpasser. Et ils peuvent le faire parce qu'ils l'ont démontré par le passé, et notamment en phase de groupe de cette Champions League. Ils ont réussi parfois. Oui, mais est-ce que l'Espérance, c'est pas les tâches de trop cette saison? Oui, c'est un peu les tâches de trop. C'est vrai que c'est un ogre africain qui n'est plus à présenter, comme l'avait dit Khadija dans le VTR. Mais au-delà de ça, moi je pense qu'il y a une carte à jouer pour l'entente de Sétif. Mohamed parlait de l'avantage de jouer le match retour à domicile. Mais cette fois-ci, il faut rappeler que l'Espérance de Tunis jouera son match retour à huis clos. Donc c'est-à-dire que ça sera 2 matchs. Pour le match aller, on ne sait pas encore. Les autorités ne se sont pas encore prononcées. On ne sait pas s'il y aura l'apport du public algérien ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le match retour se jouera à huis clos. Après, on reste sur l'aspect purement technico-tactique. C'est vrai que ces 4 défaites peuvent laisser des traces du côté de l'entente de Sétif. Ce n'est jamais évident. On est sur une mauvaise passe du côté de l'entente. Il y a des problèmes financiers. Il n'y a pas d'entraîneur. Exactement, il n'y a pas d'entraîneur. Il y a un entraîneur, mais entraîneur en chef, il n'y a pas d'entraîneur. Il est parti. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on pourrait dire que l'entente de Sétif part avec la défaveur des pronostics. Surtout ne pas encaisser de but au match aller. Surtout. Vu que la règle du but à l'extérieur, elle est valable encore. Est toujours. Donc le plus important, c'est de ne pas encaisser et essayer de marquer. Même si on l'a vu sur un match de football, tout peut arriver. Cette même équipe de l'Espérance qui avait perdu la saison dernière et qui était tombeur du CRB, qui avait été battu 2-0 et qui a su refaire son retard. Et qui est arrivé en finale. Donc voilà, ça, sur les doubles confrontations, les 2 matchs sont importants. C'est-à-dire et l'aller et le retour. Et comment aussi, comme l'a dit Mohamed, savoir gérer ses émotions sur le match aller et le match retour, parce que c'est 2 matchs complètement différents et 2 approches différentes. Ali Malek, on ne vous a pas entendu, je rappelle que vous êtes également ancien arbitre. Alors, justement, entente, Espérance? Effectivement, sommairement, l'entente de Sétif, actuellement, elle ne tourne pas bien. Ce n'est pas seulement le résultat, même le rendement sur le terrain. On voit qu'il n'y a pas de coordination entre les joueurs, il y a une perte de confiance. Et le staff n'est pas conforté, il n'est pas étoffé pour pouvoir sensibiliser, comment dirais-je, motiver les joueurs pour reprendre confiance. En plus, ils font appel à un Serbe qui n'a aucune expérience sur l'échelle continentale. Continentale, effectivement. Donc, mais je pense que l'entente, en son fort intérieur, elle a ses ressources. Elle peut nous surprendre, si ce que l'on souhaite, que l'entente fasse quelque chose de surprenant lors de la première rencontre à Sétif, et pourquoi pas d'Abil Pian à l'Espérance de Tunis, qui n'est pas n'importe quelle équipe. Bien sûr. Si tu peux faire la différence, Mohamed, pour rajouter un peu sur ce que dit M. Ali Malek, c'est la qualité intrinsèque des joueurs de l'entente de Sétif qui peuvent faire la différence. Individuellement, on l'a vu, il y a des joueurs qui étaient présents lors de la double confrontation en équipe A', Darmoum, Kandossi, c'est des joueurs talentueux et qui ont déjà participé et joué cette compétition. Oui, mais en face également, c'est une équipe complète. Oui, bien sûr. Tous les compartiments. Sans parler de l'Espérance de Tunis, on va se focaliser sur l'entente. Moi, je pense que l'entente a les joueurs,
nécessaires, de qualité, qui peuvent faire la différence sur un match. Deuxième match, le leader du championnat d'Algérie, le CRB, qui affronte le leader du championnat marocain, le Wydad de Casablanca, également habitué à aller en finale et à gagner la Champions League africaine. Le CRB est sur une forme ascendante, le CRB qui ne connaît plus la défaite, une équipe du CRB qui joue tous les 3 jours également. Mohamed Lassette. Je termine avec Sétif. Sur les 4 matchs perdus, on a vu contre le Raja, il y avait une défaite, mais il y avait une bonne. Ils ont perdu 1-0 contre le Raja. 1-0, mais il y avait un bon rendement. C'est pas ce qu'on avait contre le MCO au Magra. Donc sur les matchs africains à ce niveau, Sétif est par défavorisé. Mais je suis sûr qu'il y aura une réaction, chose qui n'est pas la même chose que le CRB. Très bien, le CRB super challenge parce que pour la première fois de leur histoire, ils peuvent être en demi-finale de la plus prestigieuse des compétitions africaines de la Champions League. Tous les compteurs sont verts. Au beau fixe. verts. Ouais. Reste la confirmation. C'est la 3e année ou la 4e année. C'est la 2e année qu'ils atteignent les quarts de finale. De la participation africaine. C'est la 3e année. 3e année. Troisième année de suite. Je crois, c'est les statistiques qu'on parle. Il y a une progression sur les compétitions continentales. Et CRB a les grands moyens, malgré que l'adversaire n'est pas. C'est une belle équipe. Belle équipe, mais même CRB a les moyens sur le plan technique. Quelques petits problèmes, quelques petits réglages. Nous, on connaît nos joueurs algériens. C'est là l'état psychologique. Dans ces conditions, surtout contre des équipes maghrébines qui savent nos défauts, même nous on connaît leurs défauts, c'est la gestion des émotions. À ce niveau de compétition, techniquement, le CRB peut faire la différence ici à Alger. Mais il reste que le match se joue en deux temps. Mais je suis sûr et certain que si on règle le côté psychologique, techniquement, le contenu et ce que présente les derniers temps, on peut faire une très bonne performance, Inch'Allah. Il y a 2 matchs références. Il y a contre l'Espérance sportive de Tunis où ils ont perdu de buts 1, mais sur le contenu, c'était intéressant, c'était une belle prestation. Contre Médéa également, ils font une belle prestation. Mais il y a un mais. Ouais. Sur les 2 matchs, ils ont marqué un seul but en Tunisie et contre Médéa, ils ne marquent pas. Merzougui n'est pas en réussite. Et également Haribi. Il alterne le bon et le moins bon. Qui essaie de se trouver. Khalfallah n'est pas au mieux. En d'autres termes au CRB, et il manque ce chasseur de but, ce tueur dans la surface. Je dirais il manque cette dernière touche, c'est la finition. Et en revanche, à l'inverse de l'entente de Sétif, où du côté de l'entente de Sétif, on a loué le mérite de certains joueurs techniques, etc. Du côté du CRB, c'est le collectif qui peut faire la différence. Parce qu'on l'a vu, Mamadou Bouch, sur les derniers matchs du CRB, c'est plus un collectif qui est rouillé. On le voit. Très bien huilé. Qui était rouillé depuis le début de la saison. Et là, ils arrivent à vraiment trouver une certaine homogénéité dans le jeu. L'équipe n'a pas bougé, si vous regardez sur les 3 dernières années. C'est pratiquement la même colonne vertébrale. Vous prenez la colonne vertébrale, vous prenez la défense, le milieu de terrain. Il n'a pas été renforcé sur le plan offensif par rapport aux objectifs africains. Il y avait la sérieuse dépendance. Oui. Il est parti, il a fallu. Mais il a fallu changer complètement dans l'animation. Par contre, là où, comme c'est important ce que dit Mohamed Lassette, le CRB ne s'est pas renforcé offensivement. Quand on voit l'effectif de la saison dernière, il y avait des joueurs d'expérience. Il y avait Guesmi, il y avait Belahouel, il y avait Koukpo. Donc tous ces joueurs ont été libérés par Yahi. Ils ont été libérés par Yahi. Il faut appeler un chat un chat. Oui. Il est gris, il est noir, il est noir. Mais aujourd'hui, le constat pour le CRB... Et Yahi, il a ramené un joueur qui ne joue pas, qui s'appelle Amarani, qui a joué 2 matchs sur 3 saisons. Il y a le joueur de Leicester qui jouait... Le jeune, mais il vient d'arriver, Rba. Il vient d'arriver. Ouais. Donc il est encore temps. C'est pour vous dire que le CRB a perdu en qualité offensive, comme le dit Mohamed Lassette. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu 3 bons joueurs qui sont partis et ces joueurs-là n'ont pas été remplacés, ou du moins pas du même niveau. Que le CRB va jouer une chance d'aller en demi-finale, mais avec moins de moyens techniques que l'année dernière. Ça, c'est de la programmation. Moi, je parle du concept, la continuité. C'est une vision. La continuité, c'est pas continuer. Oui, c'est une vision. C'est continuer avec les meilleures choses qu'ils puissent améliorer. Le CRB, par exemple, si on parle de l'année prochaine, on espère qu'il passe. Mais s'il ne passe pas, pour l'année prochaine, c'est très simple. Renforcer le compartiment offensif par des joueurs de haut niveau, soit des joueurs issus du championnat ou des joueurs étrangers, préparer d'une manière meilleure les déplacements, préparer tout ce qui est... D'ailleurs, pour le CRB, il aurait dû... il pouvait réussir une victoire ou un nul. La première place,
Après, tu reçois à domicile. Donc l'année prochaine, continuer, c'est pas continuer de la même manière. Moi, CRB, c'est répéter la participation africaine, c'est de l'expérience. Il faut la acquise. pérenniser. Exactement. Donc, il faut la pérenniser, en même temps, la renforcer. Jouer avec, une année après, jouer la Coupe d'Afrique pour aller en demi-finale, avec moins 3 attaquants de valeur, moi, je pense que la programmation a été un peu... Et il y a des incertitudes. Bekir n'est pas au mieux actuellement sur les dernières prestations, alors que c'est un joueur important. Le retour de Draoui également. Au milieu, il était blessé. Donc, du côté du Chabab Riadi de Belouizdad, ça fera beaucoup de bien. L'un des points forts, c'est sa défense. Il y a un joueur qui marque des points, pour l'avoir vu avec l'équipe à prime, et qui peut vraiment apporter à ce milieu du CRB, c'est Mélizac. Très bien. Eh bien, on verra, on attendra pour voir le CRB ce samedi au stade du 5 juillet. L'entente de Sétif, ça sera vendredi contre l'Espérance, contre le Wydad de Casablanca. Je terminerai sur le sujet de la Champions League avec vous, Ali Malek. L'absence du public. Alors, il y a une dérogation qui va être demandée, mais la présence du public est indispensable sur ce type de match. On a vu le Raja jouer devant 50 000. Effectivement. Et ça sera la même chose avec le Wydad au retour. Ouais. Tout le monde est en train de jouer avec son public, de par le monde. Je pense que notre public et nos clubs méritent ce soutien pour espérer éventuellement une ou les deux équipes passent en demi-finale, Inch'Allah. Je pense que d'ici mercredi, les autorités donneront le feu vert pour... Une dérogation pour les deux matchs ? Pour les deux matchs. Avec jauge ou sans jauge ? On ne le sait pas encore. C'est ce qu'il y a annoncé. Effectivement, sans jauge, il y aura au moins 20 000 à 30 000 spectateurs. Je ne pense pas que sans jauge, il y aura 60 000. Il n'y aura pas. Je pense que si. Pour une soirée en Il y aura plein mois de deux belles Ramadan, soirées, deux beaux belles derbys. soirées de Moi, football. je me limite aussi aux galeries de deux équipes. Non, mais je vous dis, Si c'est tout le public algérois, non, mais l'exemple à prendre, c'est qu'il y a eu ce match de l'équipe nationale qui a été retransmis sur un grand écran au stade du 5 juillet. Il y a eu pas moins de 50 000 mais ça, c'est l'équipe personnes. nationale. Ça, Donc, c'est l'équipe nationale. et le public a hâte de revenir sur les tribunes, dans les tribunes, parce qu'on le sait, ça fait 2 ans que les supporters et du CRB et de l'Entente ne sont plus présents. Donc moi, je pense que s'il n'y a pas de jauge, on sera pratiquement à 40 000, 50 000 supporters. quand on parle de l'équipe nationale, je pense que si nos deux représentants sont dans l'obligation morale de nous faire oublier l'élimination de l'équipe nationale, un temps soit peu oublier l'élimination. On risque pas de l'oublier. Merci. Non, quand même, ça fera plaisir qu'une ou les deux équipes se qualifient en demi-finale. C'est tout le mal qu'on souhaite à nos deux représentants. Ça nous permet d'enchaîner sur un événement qui aura lieu en Algérie en 2023. Il y a encore du temps. C'est l'équipe nationale à prime qui prépare le championnat d'Afrique des Nations des locaux pour 2023. Double confrontation contre le Togo. Une victoire, 1-0, on les avait accueillis à froid en marquant la 2e minute et un match nul 0-0. Je me tourne vers vous, Mohamed Lassette. La difficulté pour Majid Bouguera, c'est d'avoir une équipe stable en termes d'effectifs. Je rappelle qu'entre le match du Libéria, contre la Coupe arabe, l'effectif a complètement changé à 1 ou 2 éléments près. C'est la grosse difficulté pour l'entraîneur des locaux. Mais bien sûr qu'il va rester pour toutes les sélections. D'ici le CHAN, il y a 2 mercatos, intersaison et mi-saison. Donc, la preuve, moi j'ai une liste là de juin 2021. Sur les 23, on a L'Awafi, Sayoud, Gaïa, Amoura, Damoum, Zorgan, Msaoudi et Gaïa qui sont absents. Racha aussi. Donc, sur 23, on n'a pas moins de 8. Donc, la prime, c'est un problème. C'est un problème de préparation. Bouguera va préparer un effectif, soit un effectif. Et moi, j'ai vu les 2 matchs, j'étais à Blida. Demain, pour le moment, on a vu que Mélizac, c'est une pièce maîtresse. D'ailleurs, c'est le seul qui a fait les 2 matchs. Mélizac, avec les 2 matchs, plus CRB, Inch'Allah, est qualifié. Il y aura beaucoup de clubs qui vont le voir. C'est possible qu'il sera partant. Donc, pour moi, ce championnat, ce CHAN, normalement, la CAF doit le mettre à la fin de saison des championnats. Vous parlez du calendrier. Oui, c'est le timing. C'est le timing. Pour moi, voir à peu près tous les pays, à peu près le mois de mai, juin, ils sont en fin de championnat, c'est là qu'on programme ce CHAN. Préparer une équipe nationale. Personne ne peut savoir qui peut partir. Ah oui, c'est la carrière des joueurs. Donc, il fait avec. L'essentiel, cette équipe a fait 7 matchs amicaux. Dont les 2 derniers contre le Togo. On a vu une possession, une domination territoriale, mais on voit que cette équipe n'a pas encore travaillé. C'est une nouvelle ancienne équipe. Oui. Pour l'avenir, moi, je n'aime pas être à la place de Bouguera. Qui préparait pour ce CHAN, je ne sais pas. Ce sera la grosse difficulté. D'ailleurs, Bouguera, on va l'écouter sur cette double confrontation face au Togo.
On est obligé de voir tous les joueurs, parce qu'à chaque fois, il y a des joueurs qui émergent dans le championnat, donc on est obligé de les tester. Sur le premier match, une équipe inédite, des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Mais là, bizarrement, j'ai trouvé que la première équipe était beaucoup mieux justement dans les automatismes, dans la possession. Certes, dans les derniers 30 mètres, on n'a pas eu cette force qu'il fallait justement pour finir. Et la deuxième équipe, justement, c'est une équipe qui a joué ensemble depuis un certain temps. Voilà, pas très content aujourd'hui du rendement en termes de possession. Après, voilà, il faut dire qu'on a eu une belle opposition. Et d'ailleurs, on remercie le Togo pour ça. Une équipe qui avait beaucoup d'envie, dure physiquement, beaucoup de contacts, tactiquement très en place. Donc c'est ce qui nous a posé problème, c'est de trouver ces espaces entre les lignes en profondeur. Donc c'est pour ça que je disais que ce test était très bon. On est obligé de voir tous les joueurs, parce qu'à chaque fois il y a des joueurs qui émergent dans le championnat, donc on est obligé de les tester. Sur le premier match, une équipe inédite, des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Mais là, bizarrement, j'ai trouvé... Mais voilà, donc une équipe inédite. Je me tourne vers vous. Grosse difficulté pour Majid Boughara pour retrouver rapidement, il faut trouver la cohésion, les automatismes, mettre en place au moins 2 ou 3 schémas qui peuvent varier selon les situations avec les joueurs dont vous avez. C'est vraiment le gros problème. C'est vraiment un casse-tête pour Majid. C'est un casse-tête chinois pour Majid. Il ne peut pas travailler sur la continuité. Exactement, il le dit. Et en plus, il n'est jamais à l'abri d'un départ. Donc il a beau mettre en place une équipe, et on l'a vu sur la double confrontation, comme l'a dit Mohamed, le seul joueur qui a joué les 2 matchs, c'était Mérizek, donc il a un peu testé tout le monde, et lui-même le disait, sur la deuxième équipe, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. À travers ces matchs, ils cherchent le résultat? Non. C'est plus la mise en place, c'est plus la mise en place, le système de jeu, exactement, trouver les automatismes. Exactement, c'est plus une évaluation pour pouvoir faire sortir un groupe. D'ailleurs, il le dit, juste après le match, il dit d'ici le mois de juin, je sortirai une liste avec laquelle je vais travailler pour préparer le CHAN. Donc là, c'est plus des joueurs qui sont évalués sur des matchs pour pouvoir savoir quels sont les joueurs avec lesquels il va aller et il va pouvoir travailler pour le CHAN 2023. Très bien, on va retrouver l'entraîneur des Aprime, Majid Boughara, qui revient sur la solidité défensive de son équipe. Alors le point positif, c'est déjà on n'a pas pris de but sur les 2 matchs. Le Togo on a concédé très peu d'occasions. Pourquoi? Parce que justement, le point positif, c'est que collectivement, on a senti une équipe qui défend ensemble. Et ça, c'est la base. Donc à chaque perte de balle, on voyait que tout le monde était dans la transition, réaction rapide. Et voilà, cette solidité collectivement, déjà on l'a acquis. Et maintenant, voilà, c'est sur le côté offensif qu'il faudra vraiment bien travailler. Mais voilà, comme j'ai dit aux joueurs juste avant ce dernier match, très content de leur comportement. C'est des joueurs qui sont très agréables à entraîner, très à l'écoute, aucun problème de comportement, sérieux, ils ont envie de progresser. Donc voilà, après on n'a pas réussi à gagner, mais on continue notre bonhomme de chemin. Ça fait je crois 7 matchs, si je ne me trompe pas, 7 matchs avec une seule défaite, donc c'est pas rien. 7 matchs, une seule défaite, bon, peu importe le résultat. La défense, ou disons l'assise défensive, c'est ce qu'il y a déjà de plus facile à travailler dans une équipe? Parce que l'animation, ça reste le plus compliqué. C'est le départ. Pour construire une équipe, c'est partir du réseau défensif. Et sur ce point, l'équipe a pris, mais je pense qu'elle est avancée. Sur le plan individuel, il y a des bons défenseurs qui jouent en championnat. Et même sur le plan de jeu, ce que Majid a mis en place, c'est un bloc médium qui harcèle et cadre l'adversaire dès la perte de la balle. Donc la transition est bien travaillée. Pour ce qui est de l'offensive, c'est un peu difficile, ça demande du temps et ça demande de la qualité. Mais on a un avantage que j'ai oublié de parler sur le plan équipe à prime, c'est une équipe qui ne dépend pas des stages FIFA pour faire des stages. Ça, c'est vrai. C'est très important. Avec la Fédération et la Ligue, M. Boughara peut aller même faire un stage chaque mois, entre dimanche comme on le faisait auparavant. Après, ça dépend des clubs voilà, aussi. Parce qu'il y a un calendrier qui est chargé pour les clubs. Non, je pense que d'ici 15 jours, tout sera clair. On va voir après le CRB CETIF, il y aura une équipe nationale. Il faut mettre des fois des priorités. Oui, mais après, il y a des enjeux pour les clubs. Des enjeux, mais il y a les priorités. Nous, on n'a pas encore décidé quelles sont les priorités. Très bien, mais il faudra, je rappelle,
Sur cette équipe, il y avait 6 joueurs du CRB. Ils ont été libérés, 3 joueurs ont été libérés pour disputer le match contre Médéa. C'est une très bonne manière de L'entente de travailler. Sétif, 3 joueurs retenus, ils n'ont pas été libérés. Sétif a joué avec Oui. son équipe. Parce Voilà, que ça tout simplement. perturbe un peu l'entraîneur national de pouvoir à chaque fois devoir libérer des joueurs, de travailler Majid dans... Bouguerra, pour le moment, la situation où il est, c'est une situation très difficile. Il ne peut pas se projeter Ah, il sur peut le pas plan faire de effectif. projection. Il peut pas se Exactement. projeter. Très bien, on enchaîne cette fois-ci avec l'entraîneur du Togo qui revient lui sur les 2 matchs disputés par son équipe. Surtout ce soir, après le match de l'autre jour, on a essayé de travailler un peu les 2 jours. On ne peut pas tout faire, mais on a essayé de travailler un peu sur l'essentiel, comment travailler un peu le bloc équipe par rapport à l'équipe algérienne tactiquement qui est bien, qui met de la vitesse, de l'intensité dans le jeu, comment est-ce qu'on doit coulisser. On a essayé de travailler et puis sur les balles arrêtées. Bon, tout n'est pas encore parfait, mais on va continuer à travailler. Je pense que ces 2 matchs seront des matchs de repères pour nous permettre d'avancer, de corriger ce qui n'est pas bon et de parfaire ce qui est nos points forts. Donc je pense que bravo à l'équipe algérienne, ça a été 2 bons matchs tests pour nous. Il y avait de l'intensité, il y avait du jeu. Et, on espère qu'avec tout ce qu'on a appris pendant ces 2 matchs-là, on va les mettre à profit pour se qualifier pour le prochain CHAN. Et voilà, ça c'était la réaction de l'entraîneur du Togo. 2 matchs, il y aura encore plusieurs échéances. Je rappelle que tous les entraîneurs des sélections à prime qui préparent le championnat d'Afrique des Nations des locaux sont dans la même situation. Je me tourne vers vous, Ali Malek. Vous êtes retourné au stade Mustapha Tchaker? Non. C'est dur, c'est très dur de retourner à Tchaker C'est actuellement. pas été. Je sais pas, C'est un cauchemar. vous avez pu aller à Mauvais Tchaker? souvenir. Il est Mohamed allé. Bassett, Il est vous avez pu retourné. retourner à Tchaker? Moi, j'étais en Mauritanie. Ah, très bien. J'ai vécu le résultat de loin. de C'était loin. choquant, mais moins que ceux qui étaient présents sur le terrain. Non, mais là, vous êtes revenu à Tchaka. Oui, hier. Bah, il n'était pas au match de Mais Coupe on du est Monde. obligé, nous, en tant qu'entraîneur, on est obligé de vivre cette situation. Cette situation qui a été vécue par l'équipe nationale, surtout par Belmadi, on l'espère. C'est difficile. Très difficile. C'est très, très difficile. Mais ça reste le football. Il faut construire à partir de ce match et redémarrer, Inch'Allah. Merci, la transition est toute Mohamed, faite. juste Oui. rappeler pour le CHAN que le tirage au sort aura lieu le 28 avril de ce mois, enfin, le 28 de ce mois, le 28 avril, et que les éliminatoires débuteront juillet 2022. Très bien, et la transition est toute faite pour revenir les conséquences de cette élimination dans des hauts et des bas. Des hauts et des bas consacrés à la démission du président de la Fédération algérienne de football. Rappelons qu'au lendemain de la défaite et de l'élimination de l'Algérie, eh bien, le président, M. Sharafdine Amara, a organisé une conférence de presse dans laquelle il annonce qu'il démissionne. Entre-temps, il avait réuni son bureau fédéral pour dire qu'il allait démissionner. Mais voilà, la démission, il dit « je vais la présenter à l'Assemblée générale », puisque l'Assemblée générale, c'est elle qui lui a donné, qui l'a élu et qui l'a porté à la tête de la fédération. Retour sur cette crise, un sujet sur la démission et sur la réunion du prochain bureau fédéral. La Fédération algérienne de football a annoncé ce dimanche sur son site officiel que le bureau fédéral de la FAF tiendra sous la présidence de Amara Sharafdine sa réunion mensuelle statutaire dans la soirée du dimanche 17 avril. Plusieurs points seront à l'ordre du jour de cette réunion, parmi les plus importants, l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire ainsi que la préparation de l'Assemblée générale élective. Ça sera l'opportunité pour faire le point sur les dernières perturbations qu'a connues le bureau fédéral après la réaction d'un de ses membres, à savoir Ammar Behloul, qui a fustigé le président de la fédération, qu'il a appelé à démissionner de son poste. De retour à la gestion des affaires courantes, 72 heures après avoir annoncé sa démission, Sharafdine Amara a décidé de déchoir Mouldi Issaoui et Ammar Behloul de leur statut de membre du bureau fédéral. Les 2 hommes sont traduits devant la commission d'éthique dans une ultime manœuvre dans le conflit l'opposant à certains membres de son bureau fédéral. C'est dans ce climat électrique que Sharafdine Amara a mis fin ce week-end aux fonctions de Reda Abdouche à la tête de la DCGF ces 3 dernières années. Alors voilà un petit peu, bon, ça, Reda Abdouche qui travaille à la fédération, ça c'était notre débat. Restons sur les élus. Et je me tourne vers vous, Ali Malek. Il y a eu les déclarations de M. Behloul, les déclarations de M. Mouldi Issaoui, qui a déjà été président de la Fédération algérienne de football, qui, rappelons-le, avait été suspendu à l'époque, ou tout simplement démis de ses fonctions par M. Sid Ali El-Bib. C'était en 1994. Cette fois-ci, eh bien, lui est monté au créneau, Behloul de son côté.
Ils ont été suspendus après avoir fait des déclarations contre le président de la Fédération algérienne de football. Première réaction avec vous. Est-ce que tout d'abord, il y a le règlement, le droit de réserve, les deux élus, est-ce qu'ils ne sont pas précipités? Peut-être qu'ils se sont dit dès maintenant, on doit montrer nos crocs dans la perspective de la future assemblée élective. C'est malheureux d'en arriver là. Mais effectivement, ce sont deux membres élus au bureau fédéral qui sont dans la liste de M. Amara. Ben, ils ont toutes les latitudes, pas la latitude, toutes les latitudes possibles et imaginaires de critiquer la gestion du groupe ou du président dans un cadre organisé au niveau à chaque réunion du bureau fédéral. Je pense que c'est mal approprié de balancer en public leur point de vue sur la gestion d'Amara. C'est pas en public. Quand M. Belloul dit « je suis candidat à la fédération », est-ce qu'il ne va pas il va pas plus vite que la musique? Ben, il n'y a pas d'élection pour dire qu'il faut attendre qu'il y ait des élections. Déjà, dans l'urgence, nous sommes une seule famille, nous sommes un groupe. Les 13 membres du bureau fédéral, ils sont en principe en communion totale avec le président qui est leur chef de file. Ils se doivent de se tendre la main l'un à l'autre et débattre des insuffisances ou des solutions à apporter pour le développement du football dans le pays. La voie publique est laissée au public, pas aux responsables. La situation que nous vivons actuelle, est-ce qu'elle n'est pas due au fait du mode d'élection? Vous êtes obligé de composer. Non, le mode à Mamar, il ne faut pas qu'on remette à chaque fois en cause. Je vous pose la question. Non, je sais, vous avez très bien fait de soumettre cette question. Je pense que si les choses se déroulaient le plus normalement du monde, c'est la meilleure mode d'élection. Un homme qui a un programme, qui a des idées, il a des compétences, il constitue son équipe dans toute liberté, il les choisit, il y a un consentement mutuel. Lui, il propose à une compétence membre de l'Assemblée générale de faire partie de son équipe. En principe, il s'engage. Oui, mais Belloul, moi je vais être franc avec vous. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que M. Belloul a vécu comme une frustration? Parce que quand Kherdin Zetchi décide de ne pas se présenter, on va dire les choses franchement, quand Kherdin Zetchi décide de ne pas se présenter, eh bien Belloul se dit « je suis le futur président ». C'est l'occasion. Il a les ligues, vous le savez très bien, vous connaissez le fonctionnement, il a les ligues, il se dit « c'est moi qui dois y aller ». Finalement, il n'y va pas, bon, c'est M. Sharafeddine Amara qui est choisi. Il est obligé de composer. Peut-être qu'il a vécu cela comme une frustration. Amar, je vais vous dire une chose. À chaque fois qu'il y a des, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis parmi les plus anciens. Ah, vous êtes l'un des plus. Il y a vous, M. Barmar. À chaque fois qu'il y a une élection, il y a des amis, il y a des personnes qui sont dans la famille du football qui me disent pourquoi vous ne vous présentez pas. Vous avez toutes les compétences et tout. Il ne suffit pas d'avoir des compétences. Il ne suffit pas de connaître la maison du football, la Fédération algérienne de football. Il faut avoir une confiance aveugle, entre guillemets, des membres de l'Assemblée générale. Il faut qu'ils vous sollicitent. Il faut l'accord, le feu vert, au moins le feu orange des autorités. Parce que sans les autorités, vous ne pouvez rien faire. Quand je dis autorités, même les entreprises qui seront là pour vous assister financièrement, apporter l'apport financier. Si tous ces acteurs ne rament pas dans la même direction, vous allez fatalement à l'échec. Mais Belloul, si lui-même, il veut être président, il ne pourra, un président pareil, il ne pourra être président de rien du tout. Parce que, en se retournant à l'Assemblée générale, il n'a pas, comment dirais-je, l'appui des membres de l'Assemblée générale. L'appui sincère des intéressés, il ne l'a pas. Apparemment, on peut tout avoir. Et les pouvoirs publics. Parce que les uns et les autres disent on n'en a que faire des pouvoirs publics.
C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit d'ingérence dans la gestion. Mais on a besoin d'eux, pas seulement en Algérie. Dans tous les pays du monde, on a besoin des pouvoirs publics pour nous assister et nous orienter et nous apporter les concours, pas le concours, les concours qu'il faut pour qu'on puisse arriver à un objectif, un résultat cherché par le monde, par la famille du football, par les pouvoirs publics et pour toute la famille du football algérien. Mais moi, je voudrais poser une question, M. Ali Malek. Aujourd'hui, on l'a vu, comme l'a dit Mohamed Jabour, est-ce que ça ne remet pas en cause le système d'élection? Parce qu'on l'a vu, M. Behloul est tout de suite à jouer d'écoute et a tout de suite voulu monter sur le trône. Et par la suite, il y a eu des tractations en interne. Et tout ça, ça affaiblit un peu le bureau fédéral. Quand M. Sharafdin Amara a déposé sa démission, il y a certains membres du bureau fédéral qui étaient encore avec lui, mais d'autres ont voulu changer l'ordre du jour du bureau fédéral et de l'Assemblée générale plus particulièrement. Pourquoi ce que vous dites est vrai. Ce qui s'est passé après le résultat de l'équipe nationale, le départ d'Amara Sharafdin, et tout l'annonce du départ. L'annonce. Le départ, entre guillemets. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est la preuve que la fédération n'était pas en harmonie tout au long de cette année. Parce que si ce groupe était uni, solidaire, derrière son président, il formait un seul homme, comme tout à l'heure on parlait de l'équipe nationale. Non, mais je vais revenir, Ali Malek, merci d'aller, je vais juste revenir. Élimination en Coupe du Monde, on en a vécu des éliminations en Coupe du Monde. Très simple, je vais vous les donner. 2006. Oui. On a été éliminé de la Coupe du Monde, on n'est pas parti. En 2006, c'était en Allemagne. En Allemagne, voilà. On n'est pas parti en Allemagne. 2018, en Russie, on ne s'est pas qualifié. Il n'y a pas eu de crise au bureau fédéral. Non. Tranquille. Non. Les choses se sont passées le plus normalement du monde. C'est pour ça que je dis cette fois-ci, ce que vous venez de dire ne fait que conforter ce qu'on pense, qu'il n'y a pas d'harmonie au bureau fédéral. Il n'y avait pas d'harmonie, c'est certain, tout le monde l'a vu, ce qui était apparemment caché. Les masses sont tombées. Ils sont tombés. Et normalement, avec de tels événements, la volonté du président de partir, il fallait que le groupe se soude et parle le même langage. Ils essaient de trouver les meilleures solutions pour le football algérien, pas pour leurs intérêts personnels, pour le football algérien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de cette impasse? Que le président parte, c'est une solution? La démission? Non, le président dans la conjoncture parte seul, ce n'est pas une solution. Il faut reconstituer une équipe la plus homogène, la plus compétente possible. Parce que sa démission peut être refusée par l'Assemblée générale. Oui, c'est une possibilité également. Mais que prévoient les textes de loi dans ce cas, Mahmoud Jabour, si toutefois il venait à démissionner et son bureau fédéral... Il reste président. Il restera président avec son bureau fédéral. S'il reste président, il restera avec son équipe. Son bureau fédéral. Mais dans le même temps, le ministère vient d'actionner le levier Ça fait longtemps qu'il a. Oui, mais en disant. Pas victime, il remet au goût du jour. Il remet au goût du jour en disant le cumul. Les cumulars, c'est fini. Effectivement. Ça va inciter certains à quitter le bureau démissionner fédéral, de certains postes. Voilà. On peut. L'Assemblée générale est souveraine. Pour pouvoir trouver les meilleures solutions, les meilleurs remèdes pour que notre football puisse se remettre sur pied, Inch'Allah, dans les plus brefs délais. Mais est-ce que, Mohamed Jabour, moi je voudrais poser une question. Est-ce que c'est une démarche anti-réglementaire aujourd'hui, le fait que, on va dire, Sharafdin Amara ait écarté Behloul c'est réglementaire. Il s'appuie sur le règlement. C'est une simple question. Il s'appuie sur le règlement, sur le droit de réserve. Oui. Dont les membres sont dans l'obligation. Ils doivent être devant le conseil d'éthique, la commission d'éthique. C'est anti-réglementaire ou pas? D'ailleurs, dans la décision qui a été publiée sur le site de la fédération, il fait référence aux articles du règlement. Parce que beaucoup se posaient cette question, c'est pour ça que je vous la pose. Non, le président, il a tous les pouvoirs. Mais là où je suis étonné... Si, le président, il a tous les pouvoirs. Voilà, sur son bureau fédéral. Sur son bureau fédéral. Très bien. Monsieur Behloul voulait à tout prix la réunion du 11, hier ce lundi. Dans le même temps, il est désigné comme commissaire au match. Je pense que, effectivement, à l'échelle continentale.
ici, il y a urgence dans la maison, au niveau de la Fédération algérienne de football. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts. On essaie de trouver la meilleure solution pour l'hémorragie s'arrête. Je pense que un membre du bureau fédéral doit prioriser ce qui se passe en Algérie, dans le football algérien, et ne pas répondre à une désignation de la CAF pour être commissaire de match. Là, vous parlez de M. Belli. Parce qu'il y a une erreur. Il y a une erreur de la part de Ammar Belloul. C'est un ami, mais je crois qu'il a commis une erreur d'appréciation. L'urgence, ce n'est pas être commissaire de match d'une rencontre des quarts de finale de la Champions League. L'urgence, c'est de rester aux chevilles du football algérien qui est très malade. Je voudrais rester avec vous. Moi, je me souviens, de mémoire, quand M. Al-Amraoui avait été élu la première fois, les débuts avaient été très compliqués pour lui. Oui. Quand M. Zetchi a été élu, les 2 premières années ont été très compliquées pour lui. Quand M. Sharafdin Amara est élu, la première année a été très compliquée pour lui. Dès qu'on arrive à la fédération, il y a comme ça des tirs croisés qui se font sur celui qui est élu. Comment vous l'expliquez? C'est-à-dire c'est l'ancienne équipe qui mine le travail de la nouvelle équipe? Comment ça se passe? Tant que le chef ne maîtrise pas son groupe, mais tous ceux qui sont arrivés ont connu les mêmes problèmes. C'est la nature, j'allais dire, c'est la nature humaine, c'est l'opportunisme qui fait ça. Au lieu de se regrouper et de faire front avec le chef, on le laisse seul, face aux difficultés quotidiennes du football algérien. Et par la suite, ils disent qu'il a échoué. Il faut trouver la meilleure solution pour constituer une équipe la plus homogène, la plus engagée possible pour pouvoir espérer que notre football puisse aller de l'avant. Moi, je voudrais juste aller dans le même sens, M. Ali Malek. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un problème de continuité? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau président, on change tout et on repart à zéro. Pourquoi il n'y aurait pas une continuité dans ce qu'on fait pour le football algérien? Mais là, ils n'ont pas changé. Moi, je me souviens dans le programme. Non, je parle des différentes successions, pas cette fois-ci. Oui, mais les successions. Oui. Il y a eu des successions tendues, c'est-à-dire qu'on on ne veut pas de l'ancienne équipe, on ne veut pas de scaffer l'ancienne équipe, on veut tout changer. Est-ce que c'est un problème de continuité sur le long terme aujourd'hui? C'est Ahmed, le problème du football, il ne se limite pas aux véritables dirigeants du football. C'est l'environnement? C'est l'environnement. Et l'environnement ne fait rien pour apporter de l'apaisement, laisser les gens travailler dans la sérénité totale pour pouvoir les juger par la suite. Il y a énormément d'intérêts, vous le savez très bien. Il y a différents secteurs qui ont beaucoup d'intérêts, déclarés ou non déclarés. Donc, travailler, laisser les choses évoluer le plus normalement du monde. Même les entraîneurs nationaux, ils ne sont pas libres. Oui. Ils sont attaqués à chaque fois. Tel joueur, Malek il est bon, c'est Ahmed Khadissi, il est mauvais. Donc parce que vous êtes indétrônable. Là, on ne laisse pas. On ne laisse pas que les gens travaillent dans la sérénité. Et la fédération, elle attire beaucoup de personnes. Elle est sous pression à chaque fois? Sous pression à chaque fois. Et surtout, c'est pour cela que je demande à la grande famille de la presse d'essayer de trouver... Pour vous, c'est la presse tout de suite? Non, c'est la presse. Ah bon? Non, pas directement. Oui. Parce qu'elle, de par son travail, elle rapporte. La presse, elle est alimentée. Voilà, c'est ça, elle alimente. Donc c'est la famille du football qui alimente. C'est pas elle qui est responsable. J'ai dit la famille essaye de trier un peu, de faire le tri. Elle a une petite part de responsabilité? Bien sûr, nous avons tous une part de responsabilité. Et pourquoi elle a une part de responsabilité? C'est parce que la presse n'est pas n'importe quoi. Elle est très importante. Dire qu'elle n'a aucune part de responsabilité dans le succès ou dans l'échec, c'est pas vrai. Et nous avons tous une part de responsabilité, surtout
Après les premiers responsables de la Fédération algérienne de football, et vient la famille de la presse qui sont responsables. Et je pense qu'ils n'ont pas été négatifs à 100%, mais il faut qu'on retrousse les manches avec la Fédération et la famille de la presse. Nous pouvons aller de l'avant. Très bien, moi je vais me tourner vers l'entraîneur, Mohamed Lasset. Je ne vais pas vous demander votre avis sur la crise de la fédération ou sur ce qui se passe. Est-ce que vous avez été touché? Est-ce que, par exemple, vous étiez en Mauritanie, vous êtes revenu de Mauritanie, est-ce que les sélections ont manqué de quoi que ce Avant soit? tout, en tant qu'entraîneur national, et on peut voir de cette instance, je ne peux pas intervenir et Non, c'est donner très mon clair, avis. ça c'est très clair. Mais on était derrière en Mauritanie, les U20. Est-ce que vous avez eu tous les moyens pour travailler? On a eu tous les moyens. Pour Très bien, dire ouais. la vérité, les équipes nationales ces Pour derniers savoir s'il y temps, avait eu un impact. on a été en Mauritanie, on s'est déplacé dans un avion spécial, les deux catégories. On a fait un tournoi contre la Mauritanie avec 2 matchs. On a eu tous les moyens, même nos jeunes qui volaient à l'étranger, ils étaient repatriés à Paris, Alger, Mauritanie. On avait le U18 qui était dans un grand tournoi en Pourquoi je vous Espagne. pose cette question également? Parce que les réseaux sociaux, il faut le dire, c'est bien, mais dans le même temps, ça véhicule beaucoup de fausses informations. C'est une arme à double tranchant. Non, mais pourquoi? Vous vous souvenez très bien cette information qui a circulé en disant il n'y a plus d'argent, les sélections ne vont plus sortir, il n'y aura plus de Non, on ne tournois. voit pas l'argent, Voilà. mais on voit des choses qui sont mises par l'argent. voilà. On a, Donc, nous, en c'est tant du qu'entraîneur, en on disant voit que le tous les concret. stages avaient été annulés. Bon, voilà. Pour le moment, on s'est déplacé en Mauritanie. L'équipe U18 elle s'est déplacée à un grand tournoi en Espagne. Les U17, ils ont eu une. Et même, je peux vous dire qu'il y a 2 compétitions. Bon, je ne peux pas annoncer les équipes pour les U23, même pour les U17, c'est ce mois d'avril et mai. Donc l'activité continue. L'activité continue et elle est programmée jusqu'à fin des objectifs qui sont tracés par la DTN et par la Fédération. Les U23 auront une Coupe d'Afrique qui pourront aller par la même occasion en Jeux Olympiques. Il y aura 2 tours en septembre 2022 et mars 2023. Les U17 auront une Coupe d'Afrique qui sera organisée par l'Algérie en mars 2023. Les U18, prochainement, c'est les Jeux méditerranéens. Et les U20 auront une UNAF qui se joue dans un terrain en Égypte pour se qualifier en Coupe d'Afrique des U20 qui se tiendra en Égypte. Tous ces objectifs, pour le moment, la fédération actuelle et la DTN nous ont mis tous les moyens, pas tous les moyens, mais on est dans de bonnes conditions de travail. Très bien, on va écouter le président de la Fédération algérienne de football au moment où il annonce sa démission. Il dit « Je vais présenter ma démission à l'Assemblée générale ». ما نسميهش انقسام مولدي اسمه اوكالي وبن حمزه وطويل ومدان ونسيب الغواطي والاعضاء يعني اللي تفهموا عرفوا باللي متفاهمين الوضع ويعني قراوا الوضع بطريقه صحيحه. هذو هما قرروا الاستقاله وقال لك احنا سنستقيل ونذهب الى يعني نذهب الى الرابطات تاعنا ونذهب الى مناصبنا الاصليه. كاين اخرين عارضوا على المبدا انه اللي جاء مع الرئيس يروح مع الرئيس، هو من معارضين هذا المبدا، وبالتالي انا بالنسبه لي الامر يعتبر الامر مقضي وما نعتبرش هذا انه فيه انقسام، ما نسميهش انقسام، لانه انا بالنسبه لي الاغلبيه هي التي الاغلبيه يعني اغلبيه الناس اللي متفاهمين الوضع ومعهم انا راح اكيد يوم 17 راح نحدد الجمعيه العامه، نحدد تاريخ الجمعيه العامه، وفي الجمعيه العامه راح نحدد تاريخ الجمعيه العامه الانتخابيه، وهذا دليل على اني مستقيل وعلى انه المكتب اللي معي مستقيل كذلك. Voilà, il est clair, net et précis. Tout le monde revient aux ligues. On va parce qu'il faut renouveler le bureau. Voilà. Tout à fait. Exactement. Je le dis, hein, c'est pour ça que je parlais de précipitation. Oui, effectivement. C'est dans des situations très exceptionnelles, dramatiques. Perdre à quelques secondes du coup de sifflet de l'arbitre, qualification mondiale, quel mondial? Celui du Qatar. Notre équipe, elle était ce qu'on espérait. On l'a croyé vraiment la meilleure possible de l'histoire du football algérien. On a perdu sur un coup de dé. Donc le président il a perdu un peu le sang-froid. Oui, mais c'est pas lui qui marque les buts. Non, en démissionnant. Oui. Il a perdu un peu son contrôle. Tout le mérite lui revient. Cela veut dire qu'il a été profondément touché par cette élimination.
Donc, Et je pense que c'est la déception du match qui fait qu'ils prennent cette décision. absolument, absolument. Parce que Au-delà... Moi, même si j'avais à démissionner, je pourrais démissionner de la vie. Je tiens juste à rappeler l'histoire. Mouldir Issaoui, en 1996, élimination de la Coupe du Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde, Algérie-Kenya. Bilal Zili, ce jour-là, avait raté un penalty. On gagnait 1-0 après avoir perdu le match aller. Première décision qu'il prend, c'est de démettre le bureau fédéral de l'époque. Vous vous souvenez bien. Vous étiez vous-même J'étais membre du bureau de Ligue. membre du bureau fédéral. Mais le bureau fédéral dissous et la Ligue a été dissoute. Réhabilité par la Fédération internationale de football. Après Le 16 juillet 1996. Très bien. Après un combat qui aura duré pratiquement 9 mois ou 10 mois. Ouais. Donc c'est pour juste j'ai rappeler. un autre aspect, mais je préfère le laisser pour la question du jour. Oui. Parce qu'on va y arriver. Eh bien, très bien. La question du jour. Vous parlez de la dissolution du bureau fédéral et de la Ligue nationale en 1996. De l'époque, Il faut, quand on parle de l'histoire, il faut parler entièrement de l'histoire, totalement. C'est ce que je fais. Oui, effectivement. Il ne faut pas oublier qu'à cette période, à cette époque-là, l'équipe nationale n'était pas gérée par la Fédération algérienne de football. Elle a été rattachée au ministère Au ministère de la des Jeunesse et Sports. des Sports. Très bien. C'était Zitouni et Khleifia et je crois Youb qui gérait la fédération. L'équipe nationale. Très juste. Donc la fédération n'était Président de pas l'époque, responsable. monsieur Arbi Brik. L'armée brique, oui. Ouais, très bien, l'Arbi Brik, président de l'époque. Non, Et d'ailleurs, dans ce bureau, il y avait... Non, c'était monsieur l'Arbi Brik. Dans ce bureau, il y avait également monsieur Berchiche, qui a été après ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà, je tiens juste pour l'histoire. Quel bureau? Le bureau Dissous. Le bureau dissous. Non, il était avec le bureau de Aïssaoui en 94. Ah oui, 94. Ça va très vite. Il a meilleure mémoire. Ouais, il était en plein dedans parce qu'il a géré ces périodes-là. Eh bien, ça nous permet d'aller sur la question du jour. On est à 2 mois de la reprise des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle, ça sera au mois de juin. Alors, l'urgence me tourne vers vous, l'entraîneur que vous êtes, Mohamed Lasset. Est-ce qu'on va attendre longtemps Belmadi, est-ce qu'il ne devrait pas s'exprimer dans les tout prochains jours? Parce qu'on est au mois d'avril, mai, juin, c'est demain. Je pense que cette question, elle est posée de partout. Ni le premier concerné, Djamel en personne. Il a préféré prendre du recul. Je pense qu'il est responsable et sa décision qu'il prendra, je suis sûr qu'elle sera une décision réfléchie. Il y a des gens qui sont toujours sur le choc de l'élimination. Il y a d'autres qui sont à l'aise. Mais la décision de Djamel, pour moi, pour le moment, ce n'est pas une priorité. Pourquoi? La feuille de route pour l'équipe nationale, actuellement, cette fédération, ou l'ancienne, ou l'avant-ancienne. Pourquoi ce n'est pas une priorité? Ça rassurerait tout le monde de savoir que l'entraîneur national, bon voilà, allez, il dit, je continue. En plus, la Vox Populi, et c'est unique, hein, c'est la première fois, veut qu'il reste, malgré la non-qualification à la Coupe du Monde. Personnellement, j'opte pour qu'on attend plus Belmadi que de prendre une décision de ramener quelqu'un qui... Non, pas de ramener quelqu'un. Moi, on n'est pas là. Je dis, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait... Il faut attendre. On a besoin de ce coach. Il faut attendre. Et même, je suis sûr et certain que le coach Djamel pensera, il décidera dans l'international. Et s'il voit qu'il doit partir, il le fera. S'il doit rester, il le fera. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne va pas mettre l'équipe nationale en otage, comme disent certains. Djamel, il est là, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'équipe nationale. L'échec, moi je dirais, on est tous responsables. Une action de 10 secondes. On souhaite, moi personnellement, je souhaite que le coach nous rassure et assure les fonds qui croient cette équipe nationale le plus rapidement possible. Mais ce serait bien pour la stabilité de l'équipe nationale. Bien sûr. Avoir un entraîneur qui va rester 8 ans. C'est la première fois. La première fois, il est fruits seront palpables. Et je prends cette occasion pour parler des fédérations. Je suis ni pour ni contre l'ancienne ou actuelle ou future fédération. Mais normalement, les fédérations et le projet ne dépendent pas des résultats techniques. Il faut qu'on arrive à ce point. Vous avez un projet, M. Ali Non, mais ça, c'est nouveau. Ça fait longtemps qu'une fédération ne dépendait pas. C'est la première fois que ça arrive depuis bien longtemps. C'est la pression de certains clans qui ont intérêt à vivre dans le match. Et même, on voit les réseaux sociaux qui ont pris un peu du pouvoir. De l'ampleur. Ils ont pris de l'ampleur.
Ali Malek, vous vouliez intervenir? Non, je voulais intervenir sur la déclaration de la 7. Il dit que ce n'est pas une priorité, mais il faut. Ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, il dit que ce n'est pas une priorité parce qu'en son fort intérieur, il sait que Jamal Belmadi va rester. Je crois. Voilà, c'est pour ça que c'est pas une priorité. c'est Parce personnel. que si on est dans le doute, bah, c'est une urgence, nous sommes en retard. Mais Jamal Belmadi, il a été sage. C'est un grand monsieur dans le domaine technique, même dans la vie. Il n'a pas, à chaud, il n'a pas pris de décision. Il a laissé venir. Ce qui est venu après l'élimination est positif. Tout le monde souhaite que Belmadi puisse continuer sa mission à la tête de l'équipe nationale. La grande majorité. Moi, je pense que ça sera une simple formalité, mais il suffit d'officialiser son maintien à la tête de De l'équipe toute façon, il est nationale. sous contrat jusqu'en décembre 2022. Ah, ça ne suffit pas. Certains disaient que c'est un contrat objectif et qu'il était libre non. de tout engagement en n'étant pas allé en Coupe du On ne Monde. peut pas le retenir Donc par c'est la pour ça force. que... Non, tu vas voir la force. On peut pas. De toute façon, c'était l'engagement. Je vous tourne vers vous. Alors, c'est vrai que c'est la première fois, de mémoire, qu'en équipe nationale, un entraîneur, bien qu'il n'y ait pas eu la qualification à la Coupe du Monde, eh bien, la Vox Populi, il faut le dire, c'est la Vox Ouais, Populi il fait l'unanimité. il fait l'unanimité. La Vox veut qu'il reste. On le voit clairement, il a le soutien du public. Même après l'élimination, c'est vrai que c'était une élimination douloureuse, Très douloureuse. Cruel, amère, cruel. cruelle. Mais tout de suite, on a vu que les supporters se sont vraiment mobilisés en quelque sorte, même sur les réseaux sociaux. Et il y a eu un message de soutien fort pour Jamel Belmadi. Moi, où je ne rejoins pas un peu Mohamed Lassed, c'est vrai qu'aujourd'hui, heureusement que la CAF a changé le calendrier pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Au lieu de jouer 4 matchs Au mois de juin. au mois de juin, on n'en jouera que 2. Donc, et le mois de juin, comme vous l'avez dit, il est tout proche. C'est-à-dire demain. que c'est dans un mois et demi, il va falloir reconstruire. Si Jamel reste, il va falloir apporter des changements, les changements nécessaires sur l'effectif et tout de suite se remettre au travail en vue des échéances à venir. Et ajouter à cela, il n'y aura pas de président à ce moment-là. C'est-à-dire que si Sharaf Dinamawala maintient on va dire sa démission et le fait de Ça, vouloir... vous nous donnez un scénario. Voilà. C'est On apporte qui peut se une qui prédiction peut se faire, hein, oui, qui peut arriver. qui peut se réaliser. Qui peut se réaliser. Donc là, on est vraiment dans l'urgence et je pense que le plus vite serait le mieux pour notre équipe nationale d'avoir une décision de Jamel Belmadi, qu'il reste ou qu'il parte, mais qu'il fasse preuve de sa décision, même si tout le monde voudrait qu'il reste, enfin la majorité. Et de l'autre côté, je parle de la fédération aussi, qui devra Tout est lié, tout est trouver un intimement lié. président. Tout est intimement C'est lié. brique, oui. Mohamed Lassed, question. Vous êtes entraîneur. Je ne suis pas entraîneur, vous êtes entraîneur. Vous avez passé 3 ans et demi. Vous avez pris une équipe qui était à chaque fois je le dis et je le répète, qui avait vraiment dans le trou du puits, elle était dans le trou complètement. Et vous réalisez 35 matchs sans défaite, vous gagnez une Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes à 10 secondes d'une qualification à la Coupe du Monde, et puis ça, comme un château de cartes, ça s'écroule. Où est-ce que vous allez puiser votre énergie pour repartir de nouveau sur un nouveau projet? C'est la question. C'est la question que je me pose tous les jours. C'est se rappeler des bons moments et des bons résultats. Ouais. Ne pas se focaliser sur les 10 secondes du Cameroun. Revenir un peu en arrière et revoir et revivre. Ça donnera de l'envie et du courage puisque cette équipe elle a démarré de 0. Maintenant, elle va démarrer mieux. Il y a un acquis. Un acquis, il y a de l'expérience, il y a un statut d'une équipe digne, d'une équipe mondiale. Donc, si j'étais à la place de Belmadi, bon, à sa place, c'est difficile. À sa place, pas contre le Cameroun. Hein. C'est revivre ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, lui et son staff, les joueurs, ce qu'ils ont fait. Ils peuvent, cette équipe Vous dites nationale. revivre les bons moments, rester sur les bons moments. Mais est-ce que vous arrivez à vous enlever de la tête quand vous voyez ça? Et vous êtes en Coupe du Monde, et puis ça s'écroule. Et c'était votre objectif, votre rêve. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez vous sortir ça de la tête? C'est compliqué. Hein. J'ai parlé de priorité. D'ailleurs, M. Ali Malki Khadis ne m'ont pas compris réellement. Est-ce que, sur le plan priorité,
Moi, je me mets à la place de Jamel. La fédération actuelle, est-ce régler le problème de la fédération ou régler le problème de Jamel? Jamel, il dépend de la fédération, du projet de la fédération. Vous m'avez compris maintenant. Un entraîneur, il y a des entraîneurs qui peuvent. On ne connaît pas Jamel. Le plus important, le coach Jamel, on ne le connaît pas. On n'a pas d'informations sur sa réaction après le Cameroun. Mais sur le projet sportif et technique. Si, j'ai vu sa réaction. Ah oui. Non, pour la suite. Ah, la suite, oui. Il ne s'est pas prononcé. C'est pas prononcé. Oui, c'est pas prononcé. Mais je suis sûr et certain que s'il voit qu'il peut apporter plus et refaire une autre équipe meilleure que celle qu'on a eue, il va reprendre. Ce qu'on souhaite, ce n'est pas pour dire que Jamel, mais la continuité, il faut qu'elle soit dans cette équipe nationale pour avoir des résultats meilleurs, Inch'Allah. Eh bien, c'est avec ces mots que se termine l'émission. Merci Mohamed Lassette, merci à Ali Malek, encore une fois. Merci. Sidi Ahmed, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous lundi prochain. Au revoir.